Alors, dans Illustrator, si vous ouvrez l'image qui nous intéresse, fichier ouvrir l'image qui s'appelle cdb image 03.jpg. Bon, ben ça s'ouvre dans Illustrator. Vous avez ouvert une image pixel dans Illustrator. Quand on zoome, on voit que ce sont des pixels. Mais ça n'est pas la bonne méthode pour amener l'image dans Illustrator, parce que normalement, Illustrator, ça travaille des vecteurs. Et là, vous avez ouvert une image qui était plutôt prévue pour Photoshop, des pixels. Donc, résultat, Illustrator vous a créé un document pour vous permettre de visualiser l'image pixel, parce qu'il ne peut pas la montrer telle qu'elle, et il doit la mettre dans un document Illustrator. Sauf que ce document a été créé au départ d'aucun modèle. Résultat, dans les palettes, palette nuancier, palette des formes, palette symbole, enfin toutes les palettes sont vides. Parce qu'on n'a pas démarré d'un document modèle de départ dans Illustrator. C'est juste un document qui vous a créé pour l'occasion, pour vous permettre quand même de visualiser l'image. Bon. Mortalité de l'histoire, ce n'est pas la bonne méthode pour ouvrir un document pixel dans Illustrator. Ce n'est pas la bonne méthode. Il faut d'abord créer un document Illustrator, c'est ce qu'on va faire ici. Vous fermez tout, enfin le document que vous avez obtenu en faisant fichier ouvrir, vous le fermez, et vous en faites un nouveau, fichier nouveau. Bon. C'est quand même assez différent de la version que vous avez, donc je vais passer à l'ancienne version d'Illustrator 2015, ce sera mieux. Parce que par exemple, la boîte nouveau document, il est complètement revu, donc comme pour qu'on soit un peu synchro, je vais faire ça dans Illustrator 2015. Voilà, j'y suis. Donc, fichier nouveau. Dans la boîte de nouveaux documents, vous avez la possibilité de démarrer d'un profil de document, c'est-à-dire un document de départ. Donc, ce sont des documents qui existent dans le dossier de Illustrator. Et quand on demande de créer un nouveau document au départ de ça, ça crée une copie de ce document qui se trouve dans le dossier d'Illustrator. Vous comprenez? Vous démarrez sur une copie de ce document modèle. Et on peut même en ajouter soi-même. C'est pour ça que j'ai ça que vous n'avez pas. Bon, on va démarrer d'un document impression, mais ici, dans les options avancées, on va passer en RVB, parce qu'on veut pouvoir profiter de toutes les couleurs vives que l'écran peut afficher, pour faire, par exemple, des travaux plutôt style manga, avec des couleurs vives. Et si on travaille en CMJN, on ne va pas pouvoir le faire. On va être limité aux couleurs imprimables sur papier chez un imprimeur, et c'est assez terne, en fait. Donc, on s'éloigne du document impression. Donc dès que je choisis RVB ici comme mode, je ne suis plus dans le mode, dans le profil impression. Je ne suis plus dans le document de départ impression. Je m'en suis éloigné. C'est personnalisé. Et là, on m'indique que je me suis éloigné de ce qui était indiqué dans le document de départ impression. Mais ce n'est pas grave, c'est ce que je veux, c'est bon. Et là, on clique sur OK. Et vous obtenez une page format A4 qui est donc en RVB. Elle peut contenir des couleurs vives. On va tester d'ailleurs. Faites un rectangle rapidement dans le document, avec l'outil rectangle. Avec la palette nuancier, mettez-lui une couleur vive. Toutes les couleurs qui sont là dans le nuancier sont des couleurs CMJN, elles sont ternes. Mais on va créer une couleur vive en allant dans le menu de la palette nuancier, nouvelle nuance. Et là, avec les curseur RVB, il faut choisir ici RVB, vous avez des couleurs vives. OK, et voilà une couleur vive. On la voit vraiment, elle est ajoutée dans le nuancier, on voit vraiment qu'elle est différente des autres. C'est une couleur RVB. Et bien sûr, si on fait un document en RVB dans Illustrator, on pourra aussi l'imprimer. On pourra l'afficher sur écran avec ses couleurs vives, mais on pourra aussi l'imprimer. Il suffira de faire un PDF CMJN. C'est ce qu'on donne à l'imprimeur. C'est un format PDF CMJN. Donc la conversion de RVB vers CMJN se fait au moment où on crée le PDF. C'est beaucoup mieux.
C'est beaucoup mieux parce que vous avez le meilleur des deux mondes. Vous avez la possibilité de faire des couleurs vives pour les périphériques comme les écrans, les tablettes, etc. qui permettent d'afficher des couleurs vives. Et vous avez aussi la possibilité de faire un PDF pour une impression sur papier chez un imprimeur. Les couleurs seront moins vives, mais ça, c'est la technique d'impression qui veut ça. Il n'y a pas de raison qu'on démarre un document avec des couleurs ternes, juste parce que parmi tous les périphériques, toutes les sorties qu'on va utiliser, il y en a une qui est terne. Vous avez aussi, en bas à gauche du nuancier, les bibliothèques. C'est là. Et dans les bibliothèques, vous pouvez aller jusqu'au nuancier par défaut, RVB de base. Et là, vous avez un nuancier RVB qui contient plein de couleurs vives déjà, qui est en fait celui qu'on obtient si on crée un document pour le web. Dans Illustrator directement, c'est celui-là que vous auriez de nuancier. Mais bon, il est là quand même. Hein. Même si on fait un document qui va éventuellement servir aussi pour l'impression, on peut aller chercher ce document, ce nuancier RVB de base et avoir des couleurs vives. Voilà. Alors, dans le menu Fichier, vous avez mode colorimétrique du document. Et vous pouvez le faire repasser en couleur CMJN. Et la couleur vive que vous aviez sur votre rectangle devient terne. Ben oui. Et attention, si vous revenez maintenant en fichier mode colorimétrique du document en couleur RVB, votre couleur ne redevient pas vive. Donc ne faites pas ça. Il y a la possibilité dans Illustrator de faire passer le document de RVB à CMJN, mais vous perdez toute la vivacité des couleurs. Donc là, je fais CTRL-Z plusieurs fois jusqu'à ce que je sois revenu avant qu'ils me prennent l'envie de faire passer le document en CMJN. Bien, vous allez supprimer le rectangle parce qu'on va maintenant importer l'image. Alors, je fais fichier importer et je vais chercher l'image CDB. Donc c'est carnet de bord, image 03, c'est parce qu'en fait c'est une image qui va servir pour faire l'examen de carnet de bord. Et ici, vous avez la possibilité d'en faire une image modèle. Vous pouvez cocher si vous voulez. Dans la boîte importer. Importer. Et voilà, l'image est là. Sauf que vous n'avez pas pu décider de la dimension que vous donnez à l'image. Et parfois, elle va être très petite. Donc, c'est des dimensions qui sont indiquées dans le fichier, les dimensions métriques, les centimètres qui sont indiqués dans le fichier. Et qui peuvent se modifier dans Photoshop, bien sûr. Donc ça, c'est plutôt ennuyeux. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Bon, je vous montre ici, ne faites rien. Vous pourriez déverrouiller le calque modèle, sélectionner l'image, et avec l'outil de transformation manuelle, vous pourriez agrandir l'image, parce que je l'avais plus grande sur ma page A4, je trouve que c'est plus sympa, et puis reverrouiller le calque modèle. Ça, c'est une solution. Mais il y a aussi la possibilité, et là, je vais vous demander, si vous avez un calque modèle, de le jeter. Et le calque 1, on ne peut pas le jeter, évidemment. Donc, vous allez faire fichier importer, et vous n'allez pas cocher l'option modèle quand vous importez l'image. Et là, vous avez la possibilité de faire un cliquer-glisser pour déterminer sa dimension au moment de l'importation. Voilà. Ensuite, si je veux que ce soit un calque modèle, après avoir importé l'image sur un calque tout à fait normal, je vais double-cliquer sur le calque à droite de son nom et dire que c'est un calque modèle. OK. Et voilà, l'image est grande et c'est un calque modèle. C'est-à-dire un calque qui va être en fond, qui contient une image, qui est verrouillée, on ne travaille pas dessus. On va travailler sur des calques au-dessus pour redessiner en s'aidant de ce qu'on voit ici. Voilà. Donc, je vais peut-être demander pour avoir des vignettes plus grandes, parce que c'est pas très sympa, des petites vignettes comme ça. Donc, menu de la palette de calques, dernière ligne, option de panneau. Et là, vous pouvez choisir 80 pixels, par exemple, autre 80, OK. Et vous avez des grandes vignettes, comme dans Photoshop. En double-cliquant sur le calque modèle, vous avez la possibilité de dire que vous estompez ou pas les images et quel degré d'estompage vous voulez. Donc c'est affadir les images pour que les tracés qu'on va créer par-dessus se voient mieux. Éventuellement, je peux tenter d'estomper un peu plus.
Donc en fait, il faut aller dans l'autre sens. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Voilà, 40%, ça estompe plus. Ouais, non, c'est pas que c'est bizarre, ça indique simplement le degré de présence de l'image. 30%, voilà. Donc vous voyez, ça estompe. Donc c'est en fonction de l'image, vous la faites plus ou moins claire. C'est tout bête. Alors on va enregistrer le document dans un dossier. Donc je vais créer un dossier que je vais appeler redessiner logo. Et dans ce dossier, je vais enregistrer le document ici. Dessin de logo. Et je vais mettre un numéro à la fin. 01. Parce que régulièrement, je vais enregistrer sous un nom différent. Je vais changer le numéro. La boîte des options Illustrator, vous cliquez sur OK, c'est bon. Voilà, le document s'appelle dessin de logo-01. Alors voilà, sur le calque modèle qui est là, on ne peut pas dessiner, mais on va créer un nouveau calque. Et pour ça, on va cliquer sur le bloc de feuilles ici. Et on travaille sur ce nouveau calque. Alors, je vous dis tout de suite, la crinière, ne la faites pas. Ne faites pas plus que ce qu'on va faire ici. Ok, je vais vous demander donc, ceux qui ne connaissent pas Illustrator, de faire exactement ce que je vais faire ici. Sans aller trop vite. Et s'il y a un problème, vous le dites. Alors voilà. Je vais utiliser la plume de la palette des outils. Et régulièrement, pendant que je dessine à la plume, je vais faire appel à la flèche blanche qui me permet de manipuler les points pendant que je fais le tracé. La flèche qui arrive quand j'enfoncerai la touche CTRL pendant que je serai en train de faire à la plume, c'est la dernière flèche utilisée. Donc, ce serait une bonne idée, avant de commencer à dessiner à la plume, d'aller enclencher la flèche blanche et puis de venir sur la plume. Et là, vous amenez la plume sur le plan de travail et testez un peu. Qu'est-ce qui se passe quand vous enfoncez la touche CTRL du PC ou la touche commande sur le Mac? Vous avez la flèche blanche qui arrive et c'est exactement celle qu'il nous faut. C'est celle qui permet de manipuler les points précisément, indépendamment les uns des autres, point par point. Tandis que la flèche noire, c'est pour manipuler l'ensemble de certaines formes. Et donc, ce n'est pas celle qui convient quand on veut manipuler un tracé qu'on est en train de faire. Donc ça a été, là, vous activez la flèche blanche puis la plume et vous testez avec la touche CTRL du PC, commande du Mac, pour voir si c'est bien cette flèche-là qui arrive quand vous allez faire le tracé. Ben oui, parce qu'il ne faudrait pas aller activer pendant qu'on fait le tracé, aller activer la flèche blanche, parce que ça indique que vous avez terminé le tracé. Ça va vous créer des problèmes. Il va falloir chaque fois que vous revenez sur la plume réindiquer que vous continuez à nouveau à faire le tracé. Donc on ne va pas... on va utiliser le raccourci en fait ici, la touche CTRL. Alors, vous pouvez enclencher le pointeur précis, c'est avec la touche verrouillage majuscule sur le clavier. Vous avez une croix à la place de la plume, c'est pas plus mal. Comme dans tous les logiciels Adobe, vous savez que si vous faites ça dans Photoshop, vous n'avez plus le rond de la brosse qui apparaît, vous avez une croix à la place. Eh bien ici, dans Illustrator, c'est le même principe. On a le pointeur précis avec la touche Caps Lock, le verrouillage majuscule. Il ne faut pas hésiter à bien zoomer. Ah oui, ce que je peux faire aussi, c'est passer plein écran ici sur le Mac avec la touche F. Sur le PC, je ne pense pas que vous avez besoin de le faire. Sur le Mac, pour pouvoir bouger l'image librement dans la fenêtre avec la barre d'espacement, qui est le raccourci de la main, ben, je suis obligé d'enfoncer la touche F pour la faire passer en plein écran comme ça. Ok, je vais commencer ici par le chien, et je vais commencer par cette partie-là, et je vais aller dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc vous voyez que l'image est vraiment pourrie au niveau de sa qualité, c'est juste un projet. Et si vous essayez de la vectoriser avec les outils de vectorisation d'Illustrator, ça risque de ne pas être génial. Ce sera beaucoup mieux si on dessine manuellement dans ce cas-ci. Donc c'est bien, la plume, c'est ce qu'il faut. Alors voilà, on y va. Vous positionnez le pointeur à peu près ici, et vous cliquez sans bouger la souris. Et vous avez posé un point d'ancrage. ANCRAGE, ANCRANGE, ancrage. Donc comme une encre de navire, hein, c'est pas de l'encre de stylo hein, ou d'imprimerie, c'est une encre. Donc ça veut dire que le tracé passe par là en fait. C'est les points par lesquels le tracé va passer. C'est là un point d'ancrage. Il est carré. Et quand vous bougez la souris sans enfoncer le bouton, vous voyez cette espèce d'élastique qui pourrait être désactivé par la préférence. C'est une nouveauté d'Illustrator. Ça n'a pas toujours été comme ça. Bon,
On va dire qu'il n'est pas là, on va faire comme s'il n'était pas là. Et alors, je vais me positionner plus loin ici. Et je vais faire un cliquer-glisser. Tout le monde voit ce que c'est un cliquer-glisser? On enfonce le bouton de la souris, on le garde enfoncé, on bouge. Et je vais faire quoi? Une grande tangente comme ça? Certainement pas. Je vais faire une petite tangente comme ça. Une petite tangente dans ce sens-là? Certainement pas. Il faut que ça aille dans le sens du tracé, comme ça. Est-ce que ça va, vous voyez? Voilà. Vous lâchez le bouton de la souris et vous avez fait un deuxième point d'ancrage. Mais celui-ci a des poignées de tangentes. Il y a une tangente qui passe par le point d'ancrage. Et on va manipuler ça, c'est pour faire des courbes. Alors c'est à ce stade-ci que je vais enfoncer la touche CTRL du PC. Et ça va me permettre d'aller bouger le premier point d'ancrage, s'il faut. Vous le voyez, avec la touche CTRL. Le deuxième point d'ancrage, je peux le bouger aussi. Si vous avez la flèche noire, c'est que vous avez loupé l'épisode où Kevin se marie avec Brandon. Alors, avec la flèche blanche, je peux également prendre la poignée de tangente, celle-là, celle du bas, et la bouger, de manière à ce que ça aille le long de la patte du chien ici, pour faire une courbe comme il faut. L'autre poignée de tangente, je n'y touche pas, c'est le principe de la construction des tracés chez Adobe. Ce qu'ils préconisent comme méthode, c'est la méthode de la micro-tangente, c'est-à-dire on a fait une toute petite tangente, et puis on va manipuler la première poignée de tangente seulement. Alors au passage, vous voyez que j'ai, sur ce tracé, j'ai un fond rose ici, qui va beaucoup m'ennuyer pour la suite parfois, pour la suite de la création du tracé. Donc je vais aller l'enlever. Avec le fond en avant-plan ici, j'indique qu'il n'y a pas de fond. Voilà. Alors il est possible qu'avec la flèche blanche, vous ayez cliqué à côté. Vous avez donc désactivé le tracé. Si vous lâchez maintenant la touche CTRL sur le clavier, vous revenez avec la plume, peut-être avec la touche verrouillage majuscule, la plume précise. Et si vous essayez de continuer plus loin, vous allez voir que ça ne fonctionne pas, ça ne continue pas le premier tracé. Donc là, je vais faire un CTRL-Z, j'annule le dernier point que j'ai fait là au-dessus. Et je vais devoir préciser à Illustrator que je continue le premier tracé qui a été désactivé. Et pour ça, je dois réenfoncer la touche CTRL, la flèche blanche arrive, je clique sur le tracé pour l'activer, je lâche la touche CTRL, ce n'est plus la flèche blanche, c'est la plume, et je clique sans bouger la souris, je clique sur le dernier point de construction, clic, le truc carré quoi, le point d'ancrage. Et puis je vais plus loin, cliquer, glisser, petite tangente, c'est parfait, le tracé continue. Bon, c'est vrai qu'ici il manque une moitié de tangente qu'il faudrait les remettre plus tard, c'est pas très grave. Alors le principe va être celui-là, donc touche CTRL, j'ajuste la première moitié de tangente pour que la courbe corresponde à ce qui est recherché. Alors si c'est un logo que vous avez conçu, au moment où vous êtes en train de dessiner comme ça, vous pouvez interpréter un peu et essayer d'améliorer les formes que vous avez prévues au départ. Avec l'outil vectoriel, vous pouvez éventuellement vous éloigner un tout petit peu, mais je ne vais pas trop m'éloigner ici. Maintenant, si c'est un logo qui vous est imposé, on vous demande de le redessiner, ça, il faut essayer de ne pas interpréter, évidemment. Alors là, je vais continuer. Vous voyez qu'on a un changement de direction, là. On a un tracé qui doit aller jusque-là, et puis il redémarre dans un autre sens. Comment je vais faire? Eh bien, je fais une micro-tangente ici. Cliquez, glisser. J'ajuste éventuellement. Mais il n'y a pas trop besoin d'ajuster. Par contre, la deuxième moitié de tangente ici, je vais en fait casser la tangente. Avec la touche Alt, je prends la poignée ici. Voilà, on a une tangente cassée. Et je redirige dans le sens où ça doit continuer, c'est-à-dire, c'est par là. D'accord? Et je fais un cliquer-glisser, petite tangente, touche CTRL, j'ajuste. Donc le principe va être toujours comme ça. Bon, là, je peux faire des petites tangentes et ajuster. Bon, c'est plutôt des courbes, ça, on va dire. Hein. Donc, je ne suis même pas obligé d'ajuster à chaque fois. Je peux faire comme ça, des petites tangentes. Alors là, j'ai quand même un problème. J'arrive sur le dessus du museau.
petite tangente. Je vais devoir à nouveau casser parce que c'est un changement de direction rapide dans la silhouette de la bestiole. Donc avec la touche Alt, je redirige dans le sens où ça doit aller. Bon, je pense que vous avez compris, mais je continue quand même à expliquer un peu. Micro-tangente, micro-tangente. Pas besoin d'ajuster à chaque fois nécessairement, mais là j'ajuste quand même avec la touche contrôle pour avoir la flèche blanche. Voilà. Voilà. Voilà, je peux faire rond, mais je peux aussi annuler et décider de faire pointu. Là j'ai simplement mis un point. Là je dois changer de direction, c'est la touche Alt. Etc., etc. Vous avez compris le principe. Je pense que là, vous êtes parés pour faire tout type de dessin dans Illustrator à la plume. Alors on a un petit magnétisme qui peut se désactiver par le menu View Snap, menu affichage magnétisme, si ça vous ennuie vraiment qu'il y ait un magnétisme qui empêche un peu de déplacer les points comme on veut. Affichage, magnétisme du point. On a aussi les repères commentés, mais ils ne sont pas activés ici. Donc en principe, le magnétisme ne devrait pas vous ennuyer trop ici. Alors attention, je vais faire toute la silhouette du chien. Il y a une jambe qui passe par-dessus le chien. C'est vraiment du n'importe quoi. Mais c'est pas grave. Je vais dessiner tout le chien en imaginant ce qu'il y a derrière le chien, comme ça. Derrière la jambe, je veux dire. Bon. C'est pas trop difficile d'imaginer le corps du chien. Et voilà, je continue avec le principe que j'ai mis en place jusqu'à présent. Donc la micro-tangente, la touche contrôle, ajuster et éventuellement ajuster. C'est pas obligatoire de le faire à chaque fois. Et éventuellement casser la tangente quand nécessaire, mais pour l'instant je ne suis pas en train de le faire. Mais peut-être que là oui. Touche Alt, rediriger. D'accord? Alors, vous voyez que de temps en temps, je zoome pour... c'est pour que vous voyez mieux sur l'écran, mais vous ne devez pas zoomer à la manière dont je zoome. C'est un système qui a été développé pour les personnes qui sont malvoyantes, ce zoom-là, à l'origine. Et il est souvent utilisé quand on donne des formations pour que les étudiants voient mieux. Mais vous ne faites pas un dessin en zoomant comme je fais, bien sûr. Par contre, si vous ne voyez pas assez bien les choses, vous zoomez avec le Alt roulette. Voilà. Vous agrandissez le document, en fait. Alors c'est assez ennuyeux à faire, ça c'est certain, mais bon, ça fait partie du boulot, c'est peut-être pas la partie la plus passionnante, mais enfin ça permet de faire des choses nickel, de finaliser les choses. Quand on sera à la crinière, je vous montrerai qu'on peut utiliser un peu le crayon malgré tout. Alors ici, je vais en arrière, parce que je décide que la patte qui est à l'arrière de celle-là de devant, la tâche là, je vais l'ignorer en fait. Parce que je trouve que pour le logo, c'est mieux s'il n'y a pas cette espèce de forme qui est là dans la silhouette, ça va être bizarre. Donc je me dis, ça va être mieux. Donc je peux interpréter, si c'est mon logo à moi, c'est pas interdit. Bon, ben vous devez être capable de faire ça, bien sûr. Et donc, on a des véritables courbes de Bézier. Parce que quand on clique avec la touche contrôle enfoncée, donc la flèche blanche, on clique sur chacun des points d'ancrage, on voit que de chaque côté, il y a une poignée de tangente. C'est une vraie tangente. Il n'y a pas de cassure dans les courbures. Sauf à cet endroit-là. Non. Normalement, si on zoome bien, il n'y a pas de cassure. Oui, il faudrait quand même bouger un peu la tangente parce que visuellement... Mathématiquement, il n'y en a pas, mais visuellement, ici, il y en a quand même une de cassure. Voilà.
Et alors l'astuce de la méthode de Adobe, la méthode de la microtangente, c'est qu'au final, ça vous crée des portions de tracé qui sont courbes. Donc une portion de tracé, c'est entre deux, ici, points d'ancrage en fait. Hein. C'est courbe, et c'est déterminé par deux poignées de tangente, mais il y en a une qui est toute petite. En réalité, c'est la grande qui détermine le plus la courbure. C'est ça qui rend les choses faciles, c'est que pour chaque portion de tracé, on n'a en réalité pas deux grandes portions, deux grandes tangentes, deux grandes moitiés de tangente, mais on n'en a qu'une grande. Pour que vous compreniez bien, je vous fais ici une petite démonstration. Voilà. Donc si jamais je fais des grandes tangentes, comme ça. Après, si je veux venir manipuler les choses, la courbure ici, si je veux la manipuler, ben, je dois jouer à la fois là-dessus et là-dessus. Et vous voyez le problème, c'est que ça modifie la courbure qui est après et la courbure qui est avant. Je suis en train d'essayer de modifier la courbure qui est au milieu, là, et ça modifie celle d'avant et celle d'après. Donc ça, c'est pas bon. J'annule. Et je recommence avec la méthode de la microtangente. Microtangente, touche contrôle, ajuster. C'est ce qu'on vient de faire en fait. Microtangente, touche contrôle, ajuster. Microtangente, touche contrôle, ajuster. Et là, si je veux manipuler la courbure là au centre, ça va être beaucoup plus facile parce que il n'y a vraiment qu'une moitié de tangente à bouger. Bon, après, il faut parfois aller agrandir un peu l'autre, ça dépend. Donc voilà. Alors, je supprime. Et vous allez enregistrer le document sous un nom différent. Alors donc oui, en effet, si vous voulez retoucher les courbures, etc., il faut d'abord sélectionner évidemment la forme, touche CTRL, clic. Et avec la plume, il va falloir, soit vous pouvez ajouter des points quand vous mettez le long d'un tracé, ça devient un plus, vous pouvez cliquer et il y a un point avec tangente qui arrive. Ça c'est une solution, soit vous pouvez en enlever avec la plume quand vous venez sur le point, pas sur les poignées de tangente, hein, sur le point. Ça devient moins, vous cliquez. Ça l'enlève. Ça, c'est une chose. Maintenant, avec la touche Alt, vous pouvez aussi obtenir l'outil qui nous avait servi à casser la tangente. Et bien, ce même outil, quand on l'utilise pas sur une poignée de tangente, mais sur un point d'ancrage, permet de mettre une tangente sur un point qui n'en a pas. Attention, ça fait des nœuds. Parfois, il faut aller dans l'autre sens. Je répète ici. Je vais mettre sur le point, ici au coin, une tangente. Donc, avec l'outil... qu'on obtient avec la touche Alt pendant qu'on est avec la plume. Je fais un cliquer-glisser, mais parfois, si vous glissez dans le sens qu'il ne faut pas, ça fait un nœud, c'est pas bon, il faut glisser dans l'autre sens. Et voilà, et on a une courbe qu'on a mise, une tangente qu'on a mise sur un point. Et qui pourrait être cassée aussi, cette tangente, évidemment. Donc, c'est des manipulations après avoir fait le tracé. Donc parfois, on voit des méthodes qui expliquent qu'il faut faire des tracés en cliquant tout simplement. Clic, 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 clic. Et donc ça fait des droites. Et puis après, vous venez avec l'outil, avec la touche Alt, mettre les tangentes. C'est évidemment totalement foireux comme méthode. Il ne faut pas faire ça. Donc techniquement, vous alliez finalement y arriver, mais c'est beaucoup de boulot, quoi. Autant faire les courbes au moment où vous créez le tracé. Donc là, je supprime. Voilà. Alors ici, je vais ouvrir le calque avec le petit triangle et je vois que j'ai une forme dedans, un tracé. Je vais verrouiller ce tracé, pas le calque, hein, juste le tracé. Et comme ça, je vais pouvoir aller faire les tracés suivants. Donc à la plume, toujours le même principe que ce qui a été expliqué juste avant. C'est pas difficile.
Sauf que pour la tête de cheval, attendez, je vais vous montrer comment le faire plus facilement, parce qu'il est quand même assez complexe. Alors on va utiliser le crayon. Alors, n'oubliez pas de faire déborder en fait le personnage, la main du personnage derrière la tête de cheval. Ce sera plus facile de procéder comme ça. À partir du moment où la tête de cheval sera opaque, il n'y aura pas de transparence, on peut faire la forme... on n'est pas obligé de dessiner la tête du personnage derrière, évidemment, d'imaginer. On s'en fout, on ne va pas la voir. On ne saura jamais qui c'est qui se cache derrière cette tête de cheval. Alors ici, c'est particulier. Plutôt que de faire déborder, je vais, pour le personnage ici, suivre le tracé du chien ici. Sinon, ça va me poser un problème pour la suite parce que on ne peut pas avoir une forme qui passe à la fois derrière une autre et devant une autre. Je veux dire, le personnage, la forme du personnage ne peut pas être à la fois au-dessus de celle du chien et derrière. Donc c'est pour ça que je suis obligé de tricher ici et de ne pas faire déborder la jambe du personnage. La jambe droite du personnage ne déborde pas sur le chien. N'oubliez pas de faire CTRL Z de temps en temps quand vous vous plantez. Donc pour aller en arrière, c'est CTRL Z et revenir en avant, c'est CTRL majuscule Z. Ok, n'oubliez pas le petit pied là qui déborde et qui fait partie du personnage. Et lui, il peut passer derrière le chien, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, il faut que je dessine aussi le trou qu'il y a entre le bras et le corps et le buste, là. Alors, on fait ça à la souris parce que c'est important d'arriver à le faire à la souris, mais il faut savoir qu'au stylet, c'est plus rapide. Dès que vous allez maîtriser ça, que vous saurez comment faire avec un stylet, vous allez voir que c'est plus rapide de faire ça qu'à la souris. Et plus agréable. Ça fait moins mal à la main. Ok, j'ai fait le personnage. Je vais verrouiller la forme, le trou du bras, le pied, la silhouette du personnage, oui, et je continue avec finalement le cheval. Alors pour le cheval, regardez comment je vais faire. Open your eyes, ouvre tes ouilles. Donc clic et cliquez, glisser, micro-tangente. Voilà. Comme d'habitude, là j'ajuste même pas, je fais des micro-tangentes et je fais des courbures. Et puis j'arrive dans une partie du cheval où ça devient quand même très compliqué et je ne vais pas m'ennuyer trop, donc je vais passer au crayon. Le crayon qui est derrière l'outil Shaper ici, le crayon. Alors, il faut indiquer que je continue le tracé et que j'ai commencé là. Donc avec la touche CTRL, je clique pour activer le tracé. Puis, comme si c'était avec la plume, je clique sur le dernier point sans bouger la souris.
Et puis, je continue à dessiner. Voilà. Et là, c'est au crayon, je peux dessiner la forme. Alors, il faut savoir que la précision du crayon, on peut la régler en double-cliquant sur lui. On a ici la fidélité ou les arrondis. Il faut choisir si vous voulez un tracé très précis par rapport au geste que vous avez fait et qui va donc contenir beaucoup de points, ou un tracé plus arrondi avec moins de points. Donc ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Ok. Alors, le crayon, normalement, on peut... Oui, c'est ça. Quand vous revenez dessus, parce que dans ces options, quand on double-clique sur l'outil, on a les options. Dans ces options, j'ai l'option conserver la sélection et l'option modifier les tracés sélectionnés. Eh bien, quand vous revenez dessiner, ça remodèle en fait le trait. Vous voyez? Avec le crayon. Donc ça peut être intéressant. Donc une alternative à la plume pour les formes complexes. Le danger ici, c'est de ne pas continuer le tracé. Si vous continuez le tracé comme ça, ben voilà, ah ben ça marche, tiens. Là, ça ne marche pas. On en a fait un autre. Il faut bien continuer le tracé en revenant sur le bout du tracé. Ok, la suite, j'aurais pu la faire à la plume aussi, hein, plutôt que d'essayer de faire la fin au crayon. Alors encore une fois, suivant que c'est votre logo à vous ou celui de quelqu'un d'autre, l'approche du travail est complètement différente. Si c'est votre logo à vous, vous pouvez éventuellement vous éloigner de ce que vous aviez prévu au départ, parce que vous êtes en train de créer encore. En même temps que vous finalisez, vous êtes en train de créer. Mais maintenant, si c'est le logo de quelqu'un d'autre, il ne faut pas s'en éloigner sans le prévenir. Et il faut une bonne raison technique pour lui dire qu'on veut s'éloigner de ce qu'il a prévu comme projet. Ce n'est pas juste parce que vous trouvez que ce serait mieux autrement. Bon, donc voilà ce qu'on doit obtenir à la fin. Et puis au départ de ça, on va gérer les choses pour finalement obtenir quelque chose qui va ressembler au petit modèle qu'on a mis là. Là, enfin voilà, ce genre de choses qui n'est pas nickel du tout. Il y a un peu de retouche à faire dans Photoshop, mais pas évident du tout de faire ça. En tout cas, ce que vous remarquez, c'est surtout ce qui m'intéresse ici, c'est que on a un trou ici, un vrai trou. Ça, il n'est pas évident que vous arriverez à le faire facilement. Oui, quand je dis un peu de retouche dans Photoshop, parce qu'en fait, on peut éventuellement transférer ça vers Photoshop et retoucher un peu s'il y a des petites choses qui ne sont pas nickel dans Illustrator. Alors voilà, on va continuer. On va masquer, ne plus afficher en fait le modèle, on n'en a plus besoin. Donc je peux enlever l'œil en face, enfin l'œil, le cadre ici en face du calque modèle. Puis, par sécurité, je vais enregistrer le document sous un nouveau nom. Si vous voulez vraiment être super prudent, vous le faites 2 fois de suite d'ailleurs. Si vous réfléchissez un peu, vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Et pour vraiment être super sécure, pour ne pas perdre ce que j'ai fait, parce que c'était quand même pas super amusant à faire, eh bien, je vais dupliquer le calque.
et en le prenant, en l'amenant sur le bloc de feuilles, enlever l'œil en face de l'original, le verrouiller, et je travaille sur la copie. Donc double sécurité par la duplication des calques et également par la multiplication des versions sur le disque dur. Bon, eh bien, je vais travailler ici sur le personnage. On va commencer par le personnage. Donc, je sélectionne le corps du personnage. Alors, oui, à l'intérieur du calque, il y a des objets verrouillés. Il faut ouvrir le calque et faire un glisser sur les verrous pour les déverrouiller, vous voyez ? À l'intérieur du calque de copie, vous avez des objets qui sont verrouillés. Donc on déverrouille tout. Donc on sélectionne le personnage avec la flèche noire. On peut aller sélectionner l'entièreté de la forme du personnage ici. Et ne pas oublier d'ajouter le pied ici avec la touche majuscule. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui concerne le personnage ? Le trou, ça je vais le laisser pour l'instant de côté. Donc uniquement la silhouette du personnage ici et le pied. Et je vais enlever le cadre noir. Alors bien sûr, si vous cliquez à côté, maintenant, donc le contour noir a été enlevé. J'ai mis la case contour à l'avant-plan, j'ai cliqué sur la diagonale rouge. Bien sûr, si vous cliquez maintenant à côté, vous ne le voyez plus. Vous savez qu'il y a un affichage par tracé, View Outline, affichage tracé, qui vous permet de voir les tracés sans couleur. Et là, je peux à nouveau les sélectionner. Sinon, il y a aussi la possibilité, en restant en aperçu, de les sélectionner par la palette des calques. Même si je ne vois pas où ils sont, là. Ça, c'est le pied, et bien je le sélectionne comme ça, avec la cible, pas comme ça. Donc, ça se sélectionne avec la cible, les objets, pas à la manière Photoshop. D'accord ? Donc vous faites clic sur la cible ici, majuscule clic. C'est par les cibles qu'on sélectionne. Voilà. C'est comme ça dans Illustrator. Si on veut sélectionner par la palette des calques. Quel est le calque qui est activé ? Ça n'a pas d'importance. Voilà, par exemple, c'est le chien qui est activé ici. Mais en réalité, c'est le personnage sur lequel je travaille. C'est là que les cibles sont avec leur double rondelle. Bon, et alors je vais indiquer que je veux une couleur de fond. Couleur de fond, donc je mets la case de fond à l'avant-plan et je peux choisir une couleur de fond. Alors bien sûr, si vous sélectionnez maintenant la forme qui est là et que vous lui mettez une couleur blanche, sans contour noir, parce qu'on avait dit qu'on ne voulait pas de contour noir, ben voilà, ça donne l'impression que c'est un trou, sauf que c'en est pas un. Donc on va voir comment faire des vrais trous, parce que on va bientôt mettre un rectangle avec des coins arrondis en fond. Et évidemment, si notre forme blanche ça va se voir qu'elle est blanche. Et que ce n'est pas un trou. Bon, alors on y va. On va verrouiller toutes les formes qui sont à l'intérieur du calque pour être certain de ne pas travailler sur elles. Donc vous faites un cliquer glisser sur la deuxième colonne. Voilà, elles sont toutes verrouillées. Et j'indique que je travaille sur le calque. Et je vais mettre dans ce calque un rectangle. Alors, je prends l'outil rectangle ici et je trace un rectangle. Évidemment, avec les poignées du rectangle, je peux le redimensionner. Je vais lui mettre aussi une couleur de fond, voilà. Alors, si j'avais voulu faire un rectangle à coin arrondi, il y a 3 manières de faire. L'ancienne manière de faire qui fonctionne depuis les premières versions d'Illustrator, mais qu'il ne faut plus utiliser, c'est l'outil rectangle arrondi. La manière de faire qui utilise les effets spéciaux d'arrondi, c'est celle qu'on va utiliser. Et puis, il y a une troisième manière de faire plus récente, c'est les rondelles que vous voyez là. C'est les arrondis dynamiques. Je ne vais pas les utiliser ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que sur ce rectangle, je vais venir mettre un effet spécial d'arrondi. Je n'utilise pas les rondelles qui sont encore une nouvelle manière de faire.
Vous avez votre rectangle qui est sélectionné. Vous allez dans Effet, Spécial, Arrondi. Comment ça s'appelle en anglais? Vous ne voyez pas? Si, vous l'avez trouvé. Donc, en anglais, c'est dans le menu Effects, Stylize, Round Corner. Voilà, vous cochez la case aperçue qui est cochable parce que vous avez un objet sélectionné sur le plan de travail. C'est toujours le principe dans Illustrator, il faut indiquer sur quoi on travaille. Donc j'ai un objet sélectionné. Et vous pouvez, avec la touche majuscule, modifier l'arrondi. Vous voyez que ça se modifie derrière. On a les arrondis sur le rectangle. Alors, vous cliquez sur OK et vous avez mis l'effet spécial sur le rectangle. Et vous voyez que la cible du rectangle ici est devenue grisée. Ça vous indique que dans la palette Aspect, on a ajouté quelque chose. Attention, si vous voulez modifier l'effet spécial que vous avez mis sur l'objet, il ne faut surtout pas retourner dans le menu Effects, dans le menu Effet, parce que ça rajouterait un deuxième effet d'arrondi. Si vous voulez modifier l'effet d'arrondi qui est sur le rectangle, il faut aller dans la palette Aspect pendant que cet objet est sélectionné. Alors on y va, menu Fenêtre, Aspect, et dans la version anglaise c'est Appearance. Et dans la palette Aspect, vous trouvez, pendant que cet objet est sélectionné, vous trouvez l'effet d'arrondi qui est là. On pourrait même donc enlever l'œil en face. Il faut considérer que la palette Aspect, c'est une espèce de mini palette des calques qui concerne les contours et les effets spéciaux qu'on met sur un objet. Donc voilà, l'effet d'arrondi, il est là. Et si je veux modifier la valeur d'arrondi, je clique sur l'hyperlien qui est ici, ça ouvre la boîte, je coche la case aperçue. Avec la touche majuscule ou pas d'ailleurs, je peux modifier l'effet d'arrondi. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne les effets spéciaux dans Illustrator. Une fois qu'on veut les modifier, il faut aller les rechercher dans la palette Aspect pendant que l'objet est sélectionné. Ok, alors dans la palette des calques, on va prendre le rectangle et le déplacer sous le chien, là, voilà. Là, vous voyez la ligne qui s'insère? Voilà. Et c'est là que vous remarquez que notre personnage, ce n'est pas un trou qu'on a fait, c'est juste une forme blanche qui fonctionnait bien sur du papier blanc, mais dès qu'il y a quelque chose derrière, ça foire. Alors, on va sélectionner les formes, soit en cliquant sur elles, clic, majuscule, clic, soit en les sélectionnant par la palette... Ah oui, on les a verrouillées, il faut les déverrouiller d'abord. Cliquez, glissez sur les verrous. Par contre, le rectangle, on pourrait le verrouiller, on n'a plus besoin de pouvoir le bouger pour l'instant. Donc, verrouiller le rectangle, déverrouiller les autres formes. Clique sur la cible de la silhouette du personnage. Clique ici, c'est la forme blanche, en fait. Oui, d'ailleurs, si vous demandez d'afficher le damier de transparence, affichage, afficher le damier de transparence, View, Show Transparency Grid. Bon, ça devrait se mettre à jour à un certain moment pour vous montrer la transparence. Les vignettes, c'est pas automatique en fait. Bon, c'est pas grave, je vais masquer le damier de transparence. View, Hide Transparency Grid. Quoi qu'il en soit, j'active les deux objets, clic, majuscule, clic sur leur cible, ils sont activés tous les deux, et je vais en faire un seul objet. Donc on va les réunir, ces deux objets qui sont sur deux niveaux différents, vous voyez, on va les réunir ensemble sur le même niveau. Et pour faire ça, il y a notamment le objet, menu objet, tracé transparent créé, donc menu Object Compound Path Make. Et voilà, vous avez un vrai trou. Et les deux objets sont sur le même niveau, il ne crée plus qu'un seul objet. Et ça s'appelle un tracé transparent ou un compound path. La traduction française n'est pas bonne, ça vous fait penser qu'il y a de la transparence, mais en fait non, c'est des trous. Quand on met deux objets sur le même niveau, ils font un trou là où ils se superposent.
Donc on a vraiment affaire à une forme composite. C'est plutôt ça le terme qu'ils auraient dû utiliser. Alors essayez ceci, prenez la flèche blanche plus qui se trouve derrière la flèche blanche. Ceci dit, si vous utilisez la flèche blanche avec la touche Alt, vous avez aussi la flèche blanche plus. Elle sert à quoi? Elle sert à avoir accès à un objet qui fait partie d'un système. Et le tracé transparent, c'est un système. Donc, vous cliquez d'abord à côté de tout pour désactiver les choses. Et puis, avec la flèche blanche plus, donc, vous allez cliquer sur le bord de la forme. Et elle est activée entièrement. Tous ces points sont sélectionnés, vous voyez. Vous pouvez lâcher la touche Alt sur le clavier. Et si vous bougez cette forme, vous voyez que vous pouvez repositionner le trou. Et si ça sort de la grande forme du personnage, ce n'est plus un trou. Si c'est à moitié dessus, c'est à moitié un trou. Donc c'est le principe, hein. Elles sont au même niveau, et là où elles se superposent, ça fait un trou. Bon, là, je vais faire CTRL-Z, parce que c'est quand même bizarre que le trou se balade comme ça. Voilà. Mais vous avez vu le principe du tracé transparent, donc. Après, vous testez comme vous voulez tout ça, en mettant éventuellement des motifs. Dans le bas à gauche de la palette nuancier, vous allez chercher les patterns et vous testez sur le fond. Attention, parce que des motifs peuvent se mettre sur les contours. Ici, c'est sur le fond que je mets. Mais évidemment, dans le cas d'un logo, les motifs, c'est pas génial. Une illustration, ok, mais un logo, ce qu'on demande, c'est que souvent, le logo soit valable en noir et blanc. D'accord? Pour qu'il puisse être imprimé en une seule couleur sur un t-shirt, par exemple, économique, un seul passage d'encre pour imprimer le t-shirt.